Salut à tous! Ça y est, on est en live? Ouais, on est en live. On a mis les lunettes de soleil parce que c'est canicule. En vrai, j'ai fait un truc hyper mieux contre la canicule. J'ai fermé très tôt l'ensemble des volets, ce qui fait que C'est j'ai que pas ça me besoin. dit. J'ai fermé très tôt mon entreprise. Franchement, au-dessus de 33, on travaille pas, non? Toi, tu C'est peux quoi venir la en, règle dans vos tu peux boîtes? venir en short, je crois. Bah, il me semble que c'est ce que je fais tout le temps, ouais. Ah ouais, merde. Ah, il y a Juliette qui est déjà là. Trop bien. Coucou Euh, Juliette! Salut Juliette. Bon, Guillaume, bonjour à toi. Tu as un très beau prénom. Ah bah, Clem va je te être retourne le entourée de compliment. Guillaume. Je sais pas si elle va assumer le truc parce que c'est quand même un peu chaud. Mais bon. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait des live Twitch? Ou est-ce que c'est ton premier de ta vie? Je pense que c'est le premier de ma vie, Ah effectivement. putain. Mais en revanche, j'ai déjà vu mes potes sur des live Twitch. Je les ai beaucoup chambrés. Donc, Des potes streamers un peu ou des potes juste qui. non, des potes qui font des trucs et qui se sont retrouvés avec des streamers, justement, à faire des jeux de rôle, etc. Donc, je dirais que je les ai beaucoup chambrés sur le chat, notamment pendant le live. Mais C'est à ça que ça sert. En fait, à ouais. la base, c'était un truc rigolo. On faisait des courses de canards, tout ça, et on en a fait un truc chiant, comme si on faisait des rendez-vous de Teams et des débats avec des gens. Vas-y, on refait une course de canards, vu qu'il y a Guillaume. Ouais, Si si tu tu veux, veux, j'ai pas mon équipement, mais voilà, si tu veux, on Non, peut. mais Guigui, il gère, t'inquiète. Non, moi là, là, je gère sauf la caméra où je suis un peu mauvais à suivre les canards en caméra, c'est toujours un peu la loose. Et vu que ça fait longtemps que je me suis pas entraîné, je pense que ça va être la loose, mais bon, on verra s'il est. Et en général, ce qu'on faisait, on en a fait deux. Et le gagnant de la course de canard dans le stream, enfin dans le chat et tout ça, il gagnait un livre. Et j'ai envoyé les deux lots. Quand même, j'ai joué jusqu'au bout le truc, quoi. Il y a. C'est qui? C'est Alexandre à La Rochelle qui a gagné le premier. Et je lui ai envoyé un petit livre d'un espèce de poète écolo brésilien, je crois. Et deuxième, c'est Lucie qui a gagné à Bordeaux. Et si je lui ai envoyé un livre qui s'appelle Anti-Chaos de Mathieu Dardaillon. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Le mec qui a co-créé Ticket for Change. ok. Et donc il a fait un livre qui s'appelle Anti-Chaos, qui est en gros comment tu fais pour pas partir en live dans un monde chaotique alors qu'il faut faire de la transition. Donc un peu de développement personnel quoi. Vaste sujet. Ouais, bref. Guillaume, moi, je te connais pas trop, en fait. Je t'ai déjà croisé à des trucs à t'aider, bien sûr, depuis des années, mais on se connaît pas trop. T'es C'est qui? vrai. Eh ben, écoute, par où je commence? C'est toujours une question qui est compliquée à répondre, hein, donc je vais te Allez sur répondre avec son des profil petites LinkedIn, comme ça je vais anecdotiques. aller tout en Voilà. bas de son profil pour voir un peu ce qu'il a fait dans son passé. Voilà, bah écoute, moi, déjà, je suis corrézien. Voilà, moi, je suis très chauvin, je suis de Brive-la-Gaillarde, je suis né à Brive, j'ai vécu Léger toi. 20 ans à Brive. Et donc, comme tous les gens qui sont nés à Brive et qui ont vécu 20 ans à Brive, ben, j'adore le rugby, la bonne bouffe, La viande. les copains. Bref, malheureusement, je dois un peu réduire drastiquement, en tout cas. Dès que Mais tu bon, rentres au pays, c'est mort quoi. Tu peux plus être végé. il y a plein de, mais non, mais il y a plein de trucs. Il n'y a pas forcément besoin tu vois, de se mettre des grosses côtes de bœuf, quoi. Je veux dire, tu peux quand même prendre pas mal de plaisir en mangeant rien que des rocamadours, par exemple, tu vois, voilà. C'est pour ne citer qu'un exemple facile et bas carbone, on va dire. Mais écoute, moi, du coup, à part ça, T'as quel âge? moi, j'ai 33 ans. Je Ok. C'est un suis enfant? marié. J'ai 2 enfants. Voilà, Putain. Déjà deux enfants à 33 ans. Putain. Un petit Léon qui a 4 ans, qui vient d'avoir 4 ans, et une petite Suzanne qui a 5 mois, voilà, qui fait pas encore totalement bien ses nuits. Donc si Totalement, j'ai pas l'air un peu totalement. fatigué, peut-être qu'il y a un rapport, voilà. euh, à part ça, écoute, ben moi j'ai monté Gringo, voilà, en 2021. Ça, je pense que c'est au courant. Avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben moi, j'ai toujours été très maths, etc. Donc, je fais une école d'ingénieur. Ouais, j'allais te demander, t'es pas un mec d'école de commerce au moins? Non, moi j'ai fait ma classe préparatoire à Limoges, à Gay-Lussac. Après, je suis allé à Polytechnique. Et À après, Belleville. voilà, donc région parisienne, dans le Mordor de Palaiseau, comme on l'appelait. Connu une certaine Sur le Amandine plateau de à Saclay. Limoges? De quoi? T'as pas connu une certaine Amandine à Limoges? Alors, j'en ai connu plusieurs, mais C'est Amandine comment?
Sous-ton. Non, Non, ça te dit rien, c'est pas grave. non, C'est pas grave. ça me dit rien. Désolé. Non, mais Désolé si, pour elle. c'est une botte à nous, mais si je peux me permettre, il y a une certaine différence d'âge. Genre, elle était à la fac quand il était à l'école primaire, non? Elle est si vieille que ça. Putain, je pensais pas. Non, je crois que c'est juste Guillaume qui est trop jeune. Ouais, peut-être. Mais ça ne me dit rien. Je suis désolé. Pas grave, pas grave. Pas grave. Mais voilà, et donc après école d'ingé, après je suis parti à Londres. Voilà, et après j'ai eu mon premier job dans un cabinet de conseil qui s'appelle Oliver Wyman, où là en gros j'ai fait pas mal de, je cherchais encore ce que je voulais faire. Moi je veux toujours chercher ce que je veux faire, je sais jamais vraiment ce que je veux faire, donc je prends des trucs généralistes au maximum. Je savais pas ce que je voulais faire, donc je me suis dit tiens, je vais pouvoir toucher à plein d'industries, plein de sujets, voir un peu ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et donc là globalement ça a duré pas loin de 5 ans quand même, conseil en stratégie. Donc, globalement j'ai des boîtes à optimiser leurs revenus avec des leviers très analytiques, très quantitatifs, très ingé on va dire, mais ingé for business on va dire. Et 2019 je me suis marié, et là moi aussi. 2019 aussi. Oui. Le 7 Sauf septembre. que toi, vous étiez 2 au mariage, quoi, Clem. Bah oui. Enfin, c'est vaut mieux quand même qu'il y ait l'autre. Ouais. Oui. Ouais. Et voilà, je suis parti. Pour la première fois, vraiment, j'ai fait un break. Et malheureusement, j'ai eu le malheur de lire, ou heureusement, je sais pas, j'ai eu le malheur de lire les rapports du GIEC et compagnie. Et c'est là que j'ai vrillé, entre guillemets, où j'ai découvert un monde que j'avais pas vraiment vu avant. T'as lu les rapports complets ou ceux des décideurs? Ah non, j'ai lu plus de 350 pages. Enfin, il y avait tous les 5 ans. Non, j'ai lu les versions longues. J'ai vu, tu vois, jusque dans les annexes où tu vois des graphiques que ça va pas être réversible, etc. Ça m'a terrorisé, mais bon, bref. Il n'y en a pas beaucoup qui ont lu les rapports complets, donc on respecte. Moi, j'ai tiré un fil. Après, malheureusement, le fil là que je commence à tirer. T'as commencé à lire les bouquins des rapports Meadows, et t'es revenu sur des trucs comme ça ou pour Ouais, voilà. Après, tu dépiles tout le truc. Voilà, les années 70, Club de Rome, rapport Meadows, etc. Oh mon Dieu, t'as tout fait, quoi. Ouais, voilà. Donc j'ai vrillé, clairement. Donc t'as décidé de monter une boîte capitalistique. Et non, mais après. Après, tu te dis, bon, ok, on fait quoi. Donc, clairement, après, déjà, je me suis dit, attends, j'étais en train de faire quoi, là? Bon, après, tu te dis, ouais, ok, je mets de la graisse, de l'huile dans les rouages de tout un modèle qui va vraiment en couille, quoi, pour parler crûment. Donc, bon, je me tire de là vite. Mais par contre, je fais quoi? Et là, s'enclenche tout un raisonnement. Est-ce que voilà, je monte un média? Est-ce que je fais des podcasts? Est-ce que je deviens Est-ce que tu fais de l'agriculture urbaine et permaculture? Voilà, donc tu peux vraiment tout imaginer. Bon, il se trouve que là, à ce moment-là, j'étais aussi un peu dans le jus parce que mon père avait un cancer, ma mère était... Bon, voilà. J'ai aussi traversé des trucs en parallèle qui étaient un peu moins marrants. Et t'as vu le premier enfant? Non, pas encore. Mais j'étais en process. Il hésitait énormément. J'étais déjà dans le... Voilà, j'étais dans le truc de, bon, on va faire des enfants, c'est aussi ça qui catalyse, tu vois, certains raisonnements peut-être, quoi. De vie. Crise de la trentaine aussi, peut-être, tu vois, tout simplement. On fait une crise à la trentaine. J'ai jamais fait de crise à la trentaine. Ça compte pas, nous, Guigui, on est en crise permanente. Peut-être que voilà, il y a la crise de tous les âges, en fait. Mais ouais, donc, non, bah là, à ce moment-là aussi, tu te dis, bon, où est-ce que je vais avoir moi le plus de valeur ajoutée, où est-ce que je suis plus utile, où est-ce que ça me motive le plus, etc. Et entrepreneuriat, moi, ça m'avait toujours motivé, mais je savais pas pourquoi, en fait. Tu vois, en école d'ingé, j'ai pris tous les parcours, entrepreneuriat, machin, etc. Je suis sorti d'école, j'ai dit, je suis un noob, entre guillemets, je suis un gros bisu qui sort d'école, je vais pas monter une boîte, je sais pas quoi, parce que je me sentais pas... je me sentais pas de faire quelque chose. Et je savais même pas pourquoi vraiment je voulais monter une boîte, en réalité. Pourquoi tu montes une boîte? C'est pour gagner de l'argent, c'est pour faire un truc qui te plaît, c'est pour quoi faire, tu vois. On a des réponses aujourd'hui là-dessus ou pas? Et oui, bah ouais, voilà, mais moi, c'est de là que c'est parti, si tu veux. C'est que je me suis dit, bon... En fait, moi, j'ai compris en lisant tous ces trucs que, bon, ok, moi, ce qui m'importe, c'est
d'avoir de l'impact. Et en fait, moi, comment j'ai été élevé et comment sont mes parents, et ça vient de très loin, on va dire. Mes parents ont toujours vécu pour les autres. Moi, en gros, je sais que mon objectif, c'est d'être heureux. Je sais que ce qui me rend heureux, c'est que les autres soient heureux, c'est de rendre heureux les autres. Et donc, en fait, c'est quoi qui va rendre heureux les autres, machin? En fait, si on a un monde qui se délite comme, sous l'impulsion climatique et sous plein de trucs, ça va être la merde. Ça va être la grosse merde. Et les conditions de bonheur ne seront pas réunies pour les gens qui m'entourent et en proche et en plus lointain. Et donc, il faut que je fasse quelque chose. Après, tu n'es pas Superman, tu vas pas sauver le monde, t'es pas. Voilà. Mais au moins, il y a un truc, il y a un raisonnement que j'aime beaucoup. C'est un raisonnement qui est tenu par Camille Etienne notamment. Oui, je vais pas changer, je vais pas sauver le monde et tout ça, mais c'est une question de dignité personnelle. Quand je me regarde dans la glace, quand je regarderai ce que j'ai fait dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc., j'aurai l'impression en tout cas, je pourrais me dire là, je savais, et là, j'ai fait ce qui était la bonne chose à faire par rapport à ce que je savais à ce moment-là. Et moi, je me suis dit, il faut que j'ai un impact positif et que je mette une impulsion dans une direction qui va dans le sens de personne. Enfin, il y a plein de gens, il se passe rien, quoi. Il y a pas l'impulsion pour aller dans une transition, un vrai truc, des vrais trucs d'impact, etc. Et je voyais bien déjà, tu vois, des gens covici, etc. Donc des gens qui ont beaucoup d'impact à une certaine échelle et tout ça, mais je pensais pas que je pouvais avoir beaucoup d'impact en faisant des choses un peu comparables. Et je me suis dit, les entreprises vont pas disparaître du jour au lendemain. Malheureusement, j'aimerais croire à une révolution et une impulsion massive d'un seul coup, mais j'y crois moyen pour le moment. Et donc, je me suis dit, monter une boîte, mais une vraie boîte à impact, pas un truc pipeau, marketing, vernis, un vrai truc. Un truc qui est obsédé par ça et qui se pilote à ça, qui a un modèle qui n'est pas un modèle révolutionnaire au sens... je sais pas, c'est not for profit, machin. Non, là, sinon, je fais une association. Mais je vois les limites que ça peut avoir aussi, c'est que finalement, tu dépends de pognon, des boîtes en haut de la chaîne. Donc, tu vas le voir chez ATD en tant que membre du CA maintenant. mais voilà, je pense qu'il faut ça, hein, bien sûr, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais. Donc, tu as dit, je peux pas faire une asso parce que j'aime l'argent, donc il faut que je fasse quand même une entreprise. Je me suis pas dit parce que j'aime l'argent, c'est que je pense qu'en tout cas, moi, par rapport à ce que je suis capable de faire, moi, aller quémander des dons de gens qui font du pétrole pour faire de l'environnement, je n'avais pas envie de partir là-dedans. Bon, je caricature, hein, mais vu qu'on est sur un temps libéré, on va dire, et sans filtre, j'avais pas envie de partir là-dedans. J'avais plutôt envie de se dire, il faut qu'on prouve un truc. On prouve qu'une entreprise, elle n'a pas forcément besoin de penser qu'au profit, de faire que du rendement du capital, des dividendes, des machins. Elle peut être structurellement à impact vraiment dans le fond du truc. Et ça, aujourd'hui, je manquais de modèle. Moi, tu vois, je me suis dit, tiens, au début, je me suis dit, je vais aller dans une boîte à impact, tu vois, et une boîte, c'est pas une asso, parce que l'asso, j'ai du mal. Non, je vais aller dans une boîte vraiment à impact. Et là, j'ai commencé à chercher. J'ai dit, ok, c'est qui, machin, il y a telle boîte, ah ouais, stylé, machin et tout. Donc, je creuse. N'importe quel secteur d'activité, en mode, qu'est-ce qui existe comme boîte à impact, quoi. Voilà, et en fait, là, très vite, je me suis dit, putain, il y a rien qui me branche. Et voilà. Et après, j'ai eu un autre raisonnement qui était de se dire, je regarde des secteurs. Moi, j'étais très CO2, donc les pots d'émission du CO2, qui fait quoi, quelle industrie, machin, tiens, telle industrie, etc. Et bon, j'ai vu pas mal de trucs dans plein d'industries où il y avait plein de choses qui étaient faites, quoi. Le tourisme, ça m'a frappé, c'est que je me suis dit, c'est 11%, selon les études, entre 8 et 11% des émissions de CO2. Je peux dire 11, les sites les plus connus, il y a un paradigme méga carboné. Moi, quand j'ai fait le calcul de mes émissions de CO2 du passé, j'étais choqué, quoi. Tu vois, je me suis dit, putain, j'ai cramé 30 ans de quota, j'ai cramé 60 tonnes de CO2. Moi, le gros bouseux que je suis venant de Brive-la-Gaillarde, j'avais jamais pris l'avion avant mes 23 ans. Jamais, tu vois. Parce que mes parents, on prenait pas l'avion, on n'était pas dans ces catégories sociales-là. Ah. Et en l'espace de 5-6 ans, je crame 60 tonnes de CO2, mais je ne savais pas, quoi. Tu vois, ça m'a énervé, quoi. Et mon père, qui lui était facteur, il connaissait tous les bleds à la con, toutes les régions à la con, tu vois. Et il me disait, ah ouais, si tu vas là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. C'était des trucs à genre 50 km de la maison.
j'étais là, mais c'est incroyable, et pourquoi je connais pas ça, quoi? C'est trop con. Et ça, c'est à quelques kilos de CO2. C'est Par marrant, contre, je toi, connaissais que ta logique décarbo, au final, ou en tout cas décarbo du tourisme, t'a amené au final en fait à faire une plateforme d'hébergement green qui... Attends, spoil pas, moi je veux la suite de l'histoire. Non, mais je trouve ça étonnant en fait que ça arrive là-dessus, Voilà, parce que donc, ça aurait pu arriver sur d'autres sujets qui Complètement sont... autre chose, mais grave, c'est le non, hasard. mais sur, je sais pas, un Ourail, un Molo, ce Mais- mec-là sur le train ou des trucs comme ça, et finalement, en fait, ça arrive quand même finalement sur un espèce de booking green, quoi. C'est marrant. En fait, voilà, donc c'est tout un cheminement. C'est-à-dire que là-dedans, on va dire, il y a de l'inspirationnel, il y a des angles qui sont pris à des moments, et après, il y a des raisonnements très, très analytiques, très, très cérébraux, finalement, très, très quantitatifs, très, très stratégiques sur le marché, etc. Donc, je suis passé par vraiment beaucoup d'étapes et de phases. Mais la première étape, c'est voilà, prise de conscience, merde, il faut faire un truc, quoi. Deuxième étape, c'est, bon, ok, en fait, je vais faire une boîte parce que je me sens pas de faire autre chose pour le moment, en tout cas. Troisième étape, c'est je vais aller dans le tourisme parce que des boîtes de mode durable, j'en ai vu 500 en fait. Tu vois, des boîtes de tourisme durable, j'en ai vu 5 en fait. Du coup, on se parle du même pot d'impact. Donc je me dis, et surtout, moi je suis sur le cul de l'impact que j'ai eu et je suis sur le cul de là où on m'a envoyé, je suis sur le cul de moi, le besoin que j'avais, le désir que j'avais et de là où l'offre qu'on m'a mis sous le nez, ce que ça a créé comme impact. Je suis sidéré, quoi, tu vois, et je suis vraiment très excité à l'idée de voir le potentiel d'avoir le même besoin, le même désir, la même envie, où on y répond par quelque chose qui a 100 fois moins, 1000 fois moins de CO2. Enfin, tu vois, Ouais, grave, c'est clair. le potentiel, le branchement de ça, quoi, et le potentiel de maximiser le plaisir, minimiser l'impact. Enfin, je vois quelque chose à faire. Quoi après, voilà. À t'écouter, on se dit si on te connaît pas que du coup le gars doit travailler dans une entreprise qui l'a créée, qui fait du transport bas carbone pour des touristes. Est-ce que Bien c'est sûr. ça? Ou Bien plutôt sûr, un espèce de réceptif, tu sais, un peu permatourisme, tu vois, où là, il va essayer de organiser des petits trucs en atelier, en local, machin, dans à BG, tu voilà. vois, à rue de la Gaillarde et dans le Limousin, tu vois. BG. Bah oui, tu sais, c'était la marque. BLG. C'était la marque, c'était I Love BG, non? Un truc comme ça. I love BG, ouais, I love BLG, je sais plus. J'ai une casquette crois avec que une le moustache leader, des gaillards comme ça, en fait, à la Voilà, maison. c'est ça. Mais l'Office de tourisme de Brive fait un super travail. Je les salue. Ils ne regardent probablement pas, mais si jamais ils nous regardent, je les salue. Ils font un super travail sur la marque. Et la destination est top. Surtout à l'époque de Greg. À Guzzo, l'époque, l'ancien directeur de ok, l'Office de tourisme de BG, qui avait pardon. lancé tout ce délire-là, et c'était assez cool, quoi. Et ouais, et c'est très bien. Ils ont une très belle marque, Gaillard. Enfin, voilà, il y a une belle plateforme aussi territoriale. Ouais. Bref, c'est top ce qu'ils font. Mais ouais, et donc au final, bah, là, là, je vais vous dire ce que je fais. Je fais comme toute personne bien névrosée, bien C'est vrai qu'il a l'air un peu névrosé, déformée le mec, quand même. professionnellement. Je fais naturellement un 300 slides, voilà, comme un bon consultant. En fait, ce que je faisais dans mon job avant, c'était OK, il faut optimiser un programme promo dans telle enseigne. Je mets tout un truc méga compliqué en place pour gagner quelques points de chiffre d'affaires, etc. Ou tiens, entreprise A veut racheter entreprise B. Boum, on fait une méga analyse stratégique de 200-300 slides. Mais là, en fait, je fais pareil en me disant, OK, j'ai un problème. C'est le tourisme, c'est 11% du CO2. Je vais offrir une solution qui va orienter les flux vers du bas carbone, maximiser le plaisir, minimiser l'impact. Il faut que je fasse une boîte qui fait ça. Qu'est-ce que je fais? OK, c'est quoi le marché? OK, c'est quoi les gens? C'est quoi qui existe? C'est quoi les verrous du secteur? Un truc vraiment hyper structuré, mais hyper profond comme T'es quand même un peu un mec d'école de commerce, là, non? Là, à ce moment-là, t'as un peu vrillé. Mais il t'a dit, il était un G, mais un peu commerce, quand même, tu vois. Un peu, ouais. C'est Et si tu fais les deux en même temps, un G, commerce, bim, 300 slides, c'est sûr. Parce que, tu vois, c'est un mix hybride de tout ça. Mais c'est ça mon profil, si tu veux. C'est ça mon mode de pensée aussi, c'est que il faut des très bons ingénieurs, il faut des très bons commerciaux, et puis à la fin, il faut des humains qui mettent une vision et une impulsion dans une direction et qui s'y engagent avec toute leur hargne, tu vois.
Franchement, je fais ça à ce moment-là. Et c'est pas pour raconter des histoires de marketeurs ou je sais pas quoi, parce que moi, je suis plutôt sans filtre, sans artifice, mais la réalité des choses à ce moment-là, c'est que j'ai aussi besoin de me changer les idées. C'est que on sort d'un moment où mon père avait un cancer, ma mère était en fin de vie, j'étais chez ma mère à m'occuper d'elle jour et nuit, avec mon père à l'hôpital, enfin bref. J'avais une période de ma vie un peu compliquée, donc j'avais besoin de mettre mon attention par survie sur autre chose, et donc de me mettre en full focus sur quelque chose. D'où les 300 slides. Deuxième, voilà, c'était aussi quelque chose de confortable pour l'esprit de penser à ça, tu vois, et de me dire, tiens, il y avait un C'était son punching ball, le PowerPoint. Ouais. Plutôt que d'aller sur Netflix et de regarder des séries toute la journée, je préférais faire ça, globalement. Après aussi, il y a eu le Covid après. Hein. Donc, tu vois, parce que ta boîte, tu l'as montée post-Covid. Moi, j'ai enchaîné vraiment un truc où, à ce moment-là, j'ai une rupture conventionnelle parce que ma situation de vie fait que, bon, faut que je m'occupe de mes parents. Après, mon père est guéri plus ou moins, donc il revient en situation d'être capable de s'offrir ma mère, enfin de s'occuper de ma mère, mais bon, après il y a le Covid. Et moi, je me retrouve avec une rupture conventionnelle avec ma femme dans 47 mètres carrés en plein Paris. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Bon, voilà. Donc globalement, on boit l'apéro. Il n'y a pas grand-chose à faire à la maison. On va pas devenir alcoolique non plus. Donc on travaille, on s'occupe, on fait des trucs. Tu vois, globalement. Donc, bon, c'est là que du coup, vous êtes occupé, vous avez fabriqué le premier enfant. Juste après. Juste après, voilà. Vous avez fait de l'entraînement d'abord. Okay. On n'était pas prêt émotionnellement non plus, tout de suite, mais voilà. mais globalement, voilà. Tu vois le schéma. Il faut quand même s'occuper. Et après, moi, je suis très, comment dire, quand je m'engage dans un truc, j'y vais à fond. Je fais pas le truc à moitié. Là, à ce moment-là, j'ai une option clairement qui est de faire comme ce que je faisais quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire de jouer à la PlayStation toute la journée. Je l'ai fait aussi. Tu l'as fait forcément. Voilà. C'est globalement, tu peux pas inviter tes potes chez toi, donc globalement, bon. C'est cette période où il était un peu sur Twitch à mater ses potes et à se moquer, je pense. Non, ça c'était après. J'étais pas très, tu vois, j'avais pas un site-up Twitch et tout ça, mais voilà. Mais j'ai vu ce truc où tu pars là-dedans, et en fait j'ai dit, je me connais là, je vais me j'ai aussi l'esprit de j'ai une rupture conventionnelle et tout. Enfin, c'est pas pour, c'est pas pour jouer à la console toute la journée, quoi. Ouais, t'as une opportunité, il faut l'utiliser maintenant, quoi. Et voilà. Et après, j'ai jamais été du genre trop non plus feignant, donc je me dis chez les Jouffres, on est des travailleurs, voilà. C'est pas. Il y a des jeux compliqués, hein, ça demande du temps. Enfin, c'est pas forcément être feignant, tu vois. Et il faut que je fasse un truc utile pour ma rupture conventionnelle. Voilà, mais ce qui est pas évident, en plus quand tu montes une boîte, c'est que t'as pas toutes les compétences dans la boîte, quoi. Surtout là, en fait, toi, t'es pas dev. Ok, t'as la vision. T'es matheux, donc la gestion financière un peu de la boîte, ça tu peux le maîtriser, mais quand même t'as des trucs que tu maîtrises pas, donc en fait il faut que tu trouves des potes pour bosser avec des potes ou des prestats en tout cas pour construire le truc, quoi. Et exactement. En même temps t'as monté 2 bébés en même temps, quoi. Ton vrai bébé et Gringo c'est au même moment à peu près, non? Ouais, enfin en tout cas j'ai conceptualisé Gringo avant de faire mon premier enfant. J'ai fait mon premier enfant juste après, donc effectivement c'était un peu tout en parallèle. Enfin je suis tout en même temps, quoi, hein, clairement. Mais effectivement, donc après il y avait le raisonnement avec les associés, avec qui je m'associe, etc. Et en fait, avant de partir bien en tête dans le tourisme, il y avait d'autres idées de boîtes sur d'autres secteurs. Donc, tu vois, par exemple, faire ce que font aujourd'hui Greenly et compagnie sur le CO2, faire tout un SaaS de CO2, de machin, de bidule. Si je voulais gagner de l'argent, clairement, je serais parti là-dedans. C'est clair. Mais ça me faisait chier, en fait, tu vois. Et quand j'arrivais dans mon salon, je me disais, putain, là, allez, vas-y, je me chauffe, je me mets 4 heures de taf sur un truc. Je commençais à travailler là-dessus et je me faisais chier, quoi. Et sur le truc du tourisme, tout de suite, ça m'a emballé, quoi. Je me suis dit, ah putain, comment on fait pour donner envie aux gens de partir à Brive-la-Gaillarde plutôt qu'à New York, tu vois. C'est marrant parce que c'est là où t'es presque plus
je sais pas, militant, ou en tout cas, ce qui est important pour toi, c'est quand même les sujets, les valeurs, etc., plutôt que Ouais, finalement monter une boîte et devenir scalable et faire cracher de la c'est thune, ça, quoi. c'est ça. Là, pour moi, à un moment, il y a un raisonnement qui s'enclenche qui est. Bon, j'ai un côté très analytique, mais j'ai un côté après très instinctif aussi, que je équilibre avec un côté très instinctif. C'est Et pas une donc, galère, c'est pas une galère ça pour lever des fonds? si, alors, Parce que les mecs, ouais, ils te rentrent dedans sur la question financière, mais il y a plein de stabilité, machin, handicaps. etc. Et toi, Ouais, tu ouais. dis, limite, si tu passes à qui veut être mon associé, les mecs, ils te rentrent dedans et tu fais, bon non, mais moi, je préfère faire du voyage, c'est quand même cool, Ah, hein. mais ouais, ouais, bah, c'est pas ça la galère pour lever des fonds. Je vais dire ce que c'est la galère. Donc, en fait, moi, vu que je suis toujours très analytique, enfin, très instinctif et un temps très rationnel, je mets un gros bloc de rationnel et à la fin, je décide à l'instinct quand tous les éléments sont posés. Donc, les investisseurs, ça, en général, ils aiment bien avoir des équations de Bien croissance, sûr. des machins hyper complexes Ouais, et à la fin, une vision aussi, enfin, un truc. Donc, ça, c'est pas un ouais. handicap. Ça Le vrai va. handicap, c'est de devenir Brive-la-Gaillarde, de travailler dans le tourisme, d'avoir la casse green. Voilà, enfin, globalement, tu n'es pas dans le bon milieu social. Donc déjà, tu ne sais Ça pas compte, ouais, comment il ça faut compte parler. vraiment sur la levée. C'est vraiment, en fait, Ah oui, oui, tu oui. viens, tu Oui, viens de oui, Brive-la-Gaillarde, c'est déjà, t'es oui, moins non, mais capé qu'un mec qui vient de Neuilly-sur-Seine, quoi. déjà, tu as un accent. Déjà, bon, si tu n'as pas été à Sainte-Geneviève en prépa, Ouais, ok, tu ouais. ne sais pas les codes. En fait, tu n'as pas les codes de cette sociologie-là. Tu ne sais pas comment il faut parler. Moi, il faut parler d'ARR, de ratio CAC sur LTV. Tu vois, déjà, on est sur un truc où en fait, il faut avoir Hmm. construit toute la boîte pour faire du pognon Ouais. et de base avoir fait tous les choix comme ça. Tu vois, et donc du coup, de cette dit, au niveau du raisonnement, moi, je suis parti dans ce qui m'inspirait et ce que j'estimais être dans mon cadre de valeur et dans mon machin, et voilà. Si j'étais parti avec le prisme, je veux gagner du pognon, bah non, là, je fais mon SaaS B2B de calcul carbone, qui est très bien Ouais. en termes d'impact, c'est très bien et tout. Tu vois, il Oui, y a oui. vraiment aucun souci. C'est Par chiant. contre, je pars sur un truc, oui, où là, je le vends à des investisseurs en mode purement financier. Hmm. Voilà, regardez le rendement, le LTV sur CAC, la machine à cash qu'on va faire avec ça, etc. Mais ça, moi, je sais pas trop faire ça, en fait. Ouais. Et c'est pas. Et j'ai du mal à le masquer, quoi. Voilà, tu vois, je peux Ouais, mais pas. quitte à faire un truc, autant que ce soit pas chiant, quoi. Mais c'est ça, mais Mais bon, ça, voilà. c'est ta vision. Moi, j'ai des potes purement capitalistiques. Bah, c'est clair que c'est Mais pas grave. Tu fais un voilà, moi, truc rapide, tu le revends, ça te prend 3 ans, et derrière, tu repars sur d'autres trucs derrière. Mais en fait, le sujet, limite, au balèque. voilà, mais pour moi, après, chacun. Bon, premièrement, moi, je suis homme par rapport à ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et je Ouais, bien prétends sûr. pas voilà, être plus intelligent que les autres et savoir ce qui est mieux. Et voilà. Après, deuxième point, c'est qu'il y a tous les chemins peuvent mener à Rome, hein. Moi, je vois, il y a plein de stratégies possibles, hein. On en a touché du doigt en intro, hein. C'est-à-dire faire une boîte, c'est un chemin, mais C'est il y un a plein choix. d'autres Ouais. chemins que de faire une boîte. Et la vérité, je pense, c'est qu'il faut que une masse critique de gens prennent chacun de ces chemins et que ça fasse un ensemble, un élan collectif pour. Voilà, et je pense que c'est un travail vraiment collectif. Mais bon, voilà, ça c'est un débat plus philosophique. Bon, Ouais, bien sûr. Au final, pour ça a revenir. donné quoi? C'est quoi Gringo aujourd'hui? Ouais, mais c'est quoi? Et justement, tu dis, bon, j'ai pas fait ça, mais au départ, Gringo, c'était tout de suite plateforme green d'hébergement ou l'hébergement green ou pas du tout? Donc, bah, voilà, si Il y avait 12 options sur la j'accélère sur le table. raisonnement, parce que c'est vrai que je suis bavard et que je vais dans les détails, mais bon, le marché, 300 slides, machin, bidule. Il y a quoi? C'est OK, le transport, c'est le gros de l'impact, mais je vois pas trop ce qu'il y a à faire sur le transport. Et voilà. À part faire un média inspirationnel, comme peuvent le faire Molo ou Rai, etc. Mais bon, à part ça, je vois pas grand chose à faire. Faire du train, OK, bah, tu fais Trainline, mais enfin, je vois pas trop. En revanche, ce que je vois, c'est que sur l'hébergement, et en fait, c'est pas que sur l'hébergement, mais c'est sur l'offre touristique de manière générale, atomique, c'est-à-dire où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je loge, qu'est-ce que je fais sur place, etc. Il y a un manque de structuration de cette offre, il y a un manque de mise en réseau de cette offre, il y a un manque d'orientation des flux de demandes de gens qui ont envie de faire des trucs, et il y a des trucs partout en fait qui pourraient répondre à leurs besoins, mais c'est pas pipé. Il n'y a pas une plateforme, il n'y a pas un truc qui les oriente, il n'y a pas un circuit d'achat, de recherche, de réservation qui les oriente. Donc je me dis, OK, en fait, ce qu'il faut faire, c'est un moteur de recherche et de réservation de vacances cool qui donne envie à faible impact. Et donc, du coup, c'est le truc Je de. te reprends là-dessus, mais là, il y a un postulat de départ, comme quoi, en fait, il y a quand même du public qui fait ça, qui est intéressé par ce truc-là.
Ouais, Ça, tu donc l'avais calé dans ton étude de marché en mode non, mais il y a quand même, parce qu'il y a plein d'études qui sortaient en mode oui, il y a plein de gens qui sont 70% des Français ont envie mais ne trouvent pas l'offre. Et c'est partir à ce genre de stats où tu te dis putain, il y a un trou dans la raquette, il faut que je me mette là-dessus. j'ai des centaines de stats. Et la synthèse de ces centaines de stats, c'est quoi? C'est que c'est les vacances. Les gens, ils veulent des trucs cool et des trucs canons qui donnent envie. Ça, c'est le premier point de départ. Deuxième point, c'est il faut que ce soit facile, pratique, parce que c'est une galère. On cherche, on voit je sais pas combien d'écrans, on passe des heures et des heures et des heures. Alors, on aime bien d'un côté, mais il y a quand même plein de trucs qui sont quand même pas hyper pratiques. Si je me dis que ce week-end, je vais aller à 2 heures de Paris en pleine nature, accessible sans voiture, je me mets une galère de malade si je trouvais vraiment le truc bien et optimal et cool, qui va me rendre heureux à la fin. Et après, il y a le côté environnemental, mais qui pour moi vient après, qui vient pas pour certaines personnes qui s'en foutent, et qui vient vraiment à l'ordre 3, à mon avis, pour la majorité des gens. Et pour une niche d'entre nous, voilà, ça vient en haut, mais c'est quand même une niche d'entre nous. Et donc, je me dis, voilà, il y a un problème, c'est que l'offre, tu vas sur le terrain, les destinations, les hébergements, etc., c'est des endroits vraiment exceptionnels, quoi. Mais c'est pas... voilà, les gens qui ont un besoin, ils sont mal connectés à ça. Donc, je me dis, faut qu'on les connecte avec cette plateforme dont la proposition de valeur, encore une fois, est de trouver des vacances cool qui donnent envie, qui sont canons, machin. C'est ça le mot en primaire. Facilement, parce que c'est ça les barrières et les freins qu'on rencontre. Et à faible impact, parce que ça, c'est notre ADN et c'est notre vision, et c'est pour ça qu'on fait ça, c'est notre raison d'être, sinon on le fait. Et là, par où on commence ce chantier? Ça ressemble à quoi? C'est quoi le truc? C'est quoi le business model? C'est quoi le machin? Et c'est là que vient l'hébergement, en fait. Parce que, il y a tout. Il y en a une quantité astronomique. Il y en a pour tous les goûts, toutes les envies. Il y a des expériences vraiment hyper quali. C'est quand même la partie intégrante de ton séjour en général, avec la destination en tant que telle, ce qu'il y a à faire sur place. C'est un truc où il y a un business model. C'est un truc où il y a avec un business model classique de plateforme. C'est un truc où il y a vraiment une mise en réseau à faire. C'est un truc où aujourd'hui, tu as les plateformes de masse, où il y a tout et n'importe quoi. Il n'y a pas rien et il n'y a rien d'autre. Et moi, j'avoue que aussi, j'ai été assez marqué par mon parcours où j'ai pas mal travaillé dans la grande distribution avant et où j'ai vu l'émergence des biocoop, naturels, enfin de toute la... L'offre alternative et en fait, l'histoire de la grande distrib avant, c'était quoi? C'était, tu avais les grands hyper, les grandes chaînes avec tout et n'importe quoi dans les magasins. Au bout d'un moment, les gens ont dit, c'est quand même un peu de la merde. On aimerait quand même qu'il y ait des trucs un peu plus, un peu plus quali et un peu plus sélectionnés, et un peu plus, sains, etc. Et c'est là que tout ça est arrivé. Et là, je me suis dit, il y a la même schéma dans l'offre touristique. Donc, C'est-à-dire Booking, que pareil, exactement la même chose. En gros, c'est un peu le supermarché dans lequel, limite, tu vas avoir un tout petit peu d'offres bio. C'est les offres green, un peu écolo, voilà, pour faire basé chez eux. Mais ça reste que le public qui va là, il va être lassé de toute cette merde et il va se dire, mais moi, je veux voilà. un marché, un supermarché spécifique, Voilà. quoi. Et il y a les mêmes mécanismes, tu vois, la promo en grande surface, c'est un sujet que je connais beaucoup. Sur Booking, c'est vite, dépêchez-vous, il n'en reste plus qu'un. Tu vois, il y a vraiment les mêmes mécanismes. Et puis après, il y a aussi tout un pan d'offres qui n'est ni Booking ni Airbnb, mais tu vois, de manière plus générale, une offre un peu touristique de masse, pas forcément hyper qualifiée. Schématiquement, voilà, on envoie des gens en Grèce ou en Espagne dans des clubs vacances. Enfin, tu vois, il y a tout un pan d'offres où on sent que c'est masse, et on voit aussi que chez les gens, de manière générale, il y a envie de trucs plus authentiques, plus, tu vois, hors des sentiers battus un peu, voilà, il y a les années 80, 90, 2000 où on envoyait des cars de touristes voir les pyramides en Égypte. Bon, tu vois, pour moi, ça c'est un peu fini. Les gens veulent plus ça aujourd'hui. Et je trouvais que cette authenticité de l'offre qu'on peut retrouver, il y a une partie des gens qui en veulent, mais de manière générale, je vois une tendance où les gens, ils veulent quand même trouver le truc spécifique, le truc, tu vois, qui leur correspond bien, le truc authentique, canon. Ils veulent pas le truc. Voilà, quand je tape, je vois TripAdvisor qui me dit le top 5 des restos, je sais pas où, tiens, je me dis non, c'est pas ça que je veux, quoi. Bref. Et voilà, et de fil en aiguille, en fait, il faut quand même un socle d'offres. Tout ça va pas se faire du jour au lendemain, cette plateforme dont on se parle là, parce que c'est hyper complexe. Mais il va falloir
mettre l'hébergement en premier lieu parce que c'est là qu'il va y avoir le socle de l'offre, qu'il va y avoir le socle du business model. C'est là qu'on va pouvoir construire tout autour la partie expérientielle, qu'est-ce que je fais sur place, etc. Il faut des humains à la fin, il faut un réseau d'hébergeurs qui vont te recommander des trucs, etc. Il va falloir de la grosse tech dedans, parce que c'est tech. Airbnb a 2000 développeurs. Moi, je ne vais pas faire ça avec... je vais pas faire ça avec un WordPress, globalement. Donc, il va falloir avoir une stratégie quand même très tech. Mais globalement, il va falloir de la tech et du marketing pour donner envie. Et et réunir tout un réseau de gens et raconter aussi tout un... installer tout un imaginaire, porter un combat sur ce qu'on est en train de faire, avoir toutes des méthodologies pour être sûr que ton intensité carbone des séjours que tu proposes, elle est plus faible. Ça veut dire, mesurer tout ça. Il y a tout un tas de chantiers comme ça. Et moi, je le fais il y a l'hébergement d'abord, et après, on va construire autour de ça. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, pour répondre à ta question de base, Clémentine, parce que ça, c'était le raisonnement, mais voilà, Gringo, aujourd'hui, c'est la première plateforme de vacances qui donne envie à faible impact chez des hébergeurs engagés dans une certaine démarche environnementale, plus ou moins engagés selon les cas. On réunit plus de 20 000 logements réservables en ligne aujourd'hui, qu'en France. On a des séjours qui sont notés 4,8 sur 5 en moyenne. Donc, on essaie, dans la sélection, il y a le côté environnemental, mais il y a aussi le côté donner envie. Il faut que ce soit des trucs cool, quoi. C'est bien que ce soit faible impact, mais si la qualité de service n'est pas là et que c'est un truc vraiment... il faut quand même des conditions d'accueil qui soient bonnes et que ça donne envie. C'est marrant, tu utilises un terme, en fait, qui dit, nous, on est une plateforme pour réserver ses vacances. Ça veut dire, pour autant, t'as que l'hébergement, tu vois, et tu parlais des activités et tout ça, mais pour toi, parce que j'ai écouté encore dernièrement une dernière interview de Brian Chesky, tu vois, le boss d'Airbnb, en fait, qui a remis à jour à fond la question activité, expérience de chez Airbnb, avec tout un truc d'activité. Vous, c'est quoi? C'est parce que tu dis vacances, parce qu'en fait, pour vous, l'hébergement, c'est le truc de base, et autour, après, grâce au travail de l'office de tourisme, de l'hébergeur, ils vont pouvoir faire des trucs en local? Ou est-ce que pour vous, dans votre mindset, en fait, demain, c'est vraiment aussi d'aller comme sur Airbnb et d'essayer d'intégrer aussi, justement, des formes d'activités expérientielles avec des prestataires d'activités qui ont du sens, machin, quoi. Sans spoiler forcément votre business model pour l'avenir, mais... Ouais. Et même au-delà des activités, tu disais que le transport, c'était... En fait, en même temps, j'étais en train d'aller checker et j'ai Toi, mis... t'as jamais réservé un truc chez Gringo? Non, tu veux que je te dise? Jusqu'à il n'y a pas bobo. longtemps, je croyais que c'est la même chose que Wigo Greener. Oh, le seum de Guillaume, là, ici. Là, tu me crucifies. Je suis désolée. Et en fait... Quand c'est simple en termes de marketing, rien que dans le réseau d'ATD, tu vois, il faut encore sensibiliser tout le monde, quoi. Non, mais c'est un travail de longue haleine. Hein, bref, vu que tu choisis ton transport et tout, en fait, je pensais que tu allais derrière qu'il y avait des prix de train. Tu vois, je m'attendais à ce qu'il y ait une offre complète. Or, c'est vraiment en effet que sur l'hébergement, il n'y a pas d'activité, comme a dit Guigui. Alors, il faut que je vous explique là-dessus, parce que c'est en mouvement et c'est en chemin, on va dire. Okay. Mais globalement, si on va un peu au détail de ça, donc, il y a 3 dimensions. Il y a l'hébergement, le transport et le volet activité expérience sur place. Les gens, quand ils réservent, ou quand ils recherchent des vacances sur un endroit, ils se posent plein de questions. Où est-ce que je vais? Comment j'y vais? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Combien ça coûte? Machin, etc. C'est tout un schmilblick qui est assez complexe. Quand tu regardes par quelles étapes, ce que font les gens, etc., il y a vraiment plein de questions, plein de sites, plein de trucs à plein d'endroits. C'est vraiment hyper bordélique comme recherche et c'est très différent selon les gens. Notre objectif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une envie, un besoin, quel qu'il soit, qu'on puisse répondre à ce besoin avec un séjour à la fin qui sera à faible intensité carbone par rapport à la moyenne des séjours. Et nous, c'est ça notre métrique clé. On a des séjours aujourd'hui qui ont 6 fois moins d'impact carbone que la moyenne des séjours. C'est que globalement, quelqu'un qui est à Paris, au lieu de l'envoyer en EasyJet en Crète, tu l'envoies en TGV, en Méditerranée s'il veut, ou alors, même s'il prend sa voiture, tu l'envoies vraiment pas loin. Voilà. Donc en gros, tu veux vraiment orienter vers le train, et si c'est de la voiture, parce que c'est quand même très voiture aujourd'hui, tu le fais aller moins loin, tu le fais covoiturer au maximum. Maintenant qu'on s'est dit ça, comment on le fait?
C'est vrai, il suffit pas de dire aux gens allez moins loin, machin, ça marche pas. Il faut leur dire c'est quoi votre besoin? Donc nous on a commencé avec l'hébergement. Ok, vous allez où? Voilà, trouver les hébergements. On a commencé à se marketer que les Français en France, sans faire de mauvais slogans de bord politique d'extrême droite. Mais on s'est dit bon, d'abord si on market en local déjà, ça sera capé. Ensuite, il fallait plus loin. Donc ce qu'on a compris au contact de nos utilisateurs, c'est qu'il y avait 2 paramètres clés. Il y avait d'où je pars et comment j'y vais. Et donc, en fait, c'est là qu'on a conçu Gringo Explore. Donc là, que tu pourras retrouver du coup quand tu vas sur Gringo. Hein, tu as un mode je suis en train de faire le test. Et si tu vas dans le mode je ne sais pas où aller, on va dire tu pars de tel endroit, c'est quoi donc là, en fait, tu t'as fait ce parcours. Donc on va te dire tiens, tu pars de là. Combien de temps tu veux? Voilà, combien de temps, et boum, voilà les endroits compatibles. Là, ce que tu ne sais pas, c'est que tu as fait un truc sans qu'on te le dise, sans qu'on te fasse chier avec des trucs environnementaux, qui est, tu as capé radicalement l'empreinte carbone de ton séjour. Parce que tu vas aller moins loin, parce qu'on t'a demandé en fait combien de temps est ton point de départ. Donc là, rien que ça, c'est très con, mais ça, c'est pas 6 fois moins d'impact carbone que la moyenne dans ce qu'on fait en mode classique, c'est 8 fois moins d'impact carbone que la moyenne. Parce que les gens vont aller moins loin mécaniquement. Parce qu'on leur a demandé... de petit nudge. C'est un green pattern. Moi, ce que j'appelle un green pattern, c'est que en fait, on te dit pas et on vient pas te cliver avec un truc environnemental qui est très clivant pour les gens. On te dire, voilà. Donc en fait, c'est un nouveau paradigme de recherche qui prend le transport. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que ça, c'est beaucoup plus puissant comme schéma que dire aux gens prenez le train. Tu dis aux gens prenez le train, il y en a plein qui vont dire mais c'est trop cher, la SNCF et les grèves et machin. Et non, moi j'ai ma voiture, c'est pas pratique, machin. En fait, il faut faciliter le voyage en train, mais tu peux pas trop mettre d'injonction aux gens à faire du voyage en train. En revanche, ces gens qui voyagent en voiture, les faire aller moins loin ou les faire partir plus longtemps, etc., les faire covoiturer au maximum, ça, tu as vraiment un gros potentiel d'impact là-dessus. Voilà, donc sur le transport, c'est indirect et c'est aussi leur donner envie avec des trucs, des hébergements canons qui donnent envie, machin, de partir moins loin. Et en gros, c'est un mix d'offres que tu vas leur mettre sous le nez et d'expériences utilisateurs que tu vas leur proposer. C'est pas un truc de je vous vends du train alors que vous n'en voulez pas. Et ensuite, il y a la partie expérience sur place. Donc la partie expérience sur place, donc là, pour te répondre, Guillaume, on va pas faire un gadget à la con comme Airbnb. Là, j'y vais à Franco. Vas-y, fais-toi plaisir. Je vais pas te vendre d'aller cuisiner avec un chef à Paris à 300 balles. Tu vois, ça pour moi, c'est gadget, c'est targeté pour le touriste américain qui vient à Paris. D'accord. Ça, c'est du tourisme très carboné qui ne porte pas son nom. Et pour moi, voilà. Bon, il peut y avoir des trucs bien dans Airbnb Experience, mais pour moi, c'est voilà. Et c'est pas clairement, c'est ça. Ouais. Commercial et mercantile. Ouais. Moi, c'est quoi l'expérience telle que je le conçois et ce qu'on a commencé à travailler. Et là, je vais pouvoir peut-être vous montrer en avant-première ce qu'on a. C'est de se dire, chaque hébergement, en fait, il y a des trucs vraiment spéciaux et très stylés dans ces hébergements qu'il faut mettre en valeur. Aujourd'hui, ils sont peut-être dans les photos, peut-être dans les descriptions, ils sont peut-être même pas structurés. Enfin voilà, c'est pas structuré. Et ensuite, autour de cet hébergement, il y a certainement plein de petits trucs un peu pépites, qui sont vraiment intéressants à aller voir. Et donc, notre enjeu à nous, c'est de structurer ça. Donc, c'est finalement de se dire, l'hébergement et l'hébergeur en tant que tel, lui, c'est vraiment un espèce de hub sur lequel tu vas vouloir ventiler et kiffer, et c'est une expérience en soi, etc. Et ça, il faut qu'on le structure, nous, en tant que plateforme et prestataire, parce que notre enjeu, c'est de donner envie aux gens d'aller dans ces endroits-là. Et donc, si je vous montre à quoi ça ressemble, c'est un hébergeur chez qui on était... tu peux pas nous montrer, ça marche pas comme ça sur Twitch. Je peux pas faire un screen share, là? Je peux pas faire Si, moi, je le vois. Regarde, t'as vu? Je crois pas que les gens le voient. Vous ne voyez pas, là? En fait. Je sais pas. Non, les gens le voient pas. Merde. Bon, bah écoute, tant pis, j'ai raté mon effet. Il y a Léa qui a dit on voit pas. Mais on voit pas. Bon, moi, c'est pas grave. Si il y avait des piscines. Je te raconte, pour Léa et Juliette, il y a des piscines et des belles baraques. Non. Parce que, en gros, là, ce que j'allais vous montrer, c'est que, par exemple, chez Anaïs et Nicolas, chez Abaye Agritourisme, qui a un super hébergement, qui est top, chez qui on était cette semaine, bah, eux, il se passe quoi chez eux? Eux, ils vont t'apprendre à faire du pain. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui est cette semaine, on leur a appris à faire de l'apiculture. En même temps, tu peux louer des vélos pour aller au Mont-Saint-Michel, qui est pas très loin.
Tu veux dire que c'est Euh, directement chez eux, en fait, que va se passer les trucs, quoi. Bah, il y a une partie Majoritairement. chez eux, il y a une partie autour. Tu vois, là, Ouais. Lina de mon équipe m'a parlé d'un jardin botanique à genre 30 minutes à pied, en rando. Limite, Enfin, c'est tu eux qui vois, deviennent des mini-réceptifs, quoi, au final. Ouais. voilà, exactement. Mais ça, c'est écrit dans la description de l'hébergement qu'on choisit. Et ça, ben, c'est en phase pilote pour l'instant. On a 100 hébergeurs qui ont 500 expériences renseignées en tout. Mais tu vas pas payer plus cher, on va pas te dire paye je sais pas quoi, c'est pas l'Airbnb, c'est regarde comme ce qui est vraiment trop bien à faire si tu vas chez Anaïs et Nicolas. Bah tiens, tu vas peut-être pouvoir apprendre à faire du pain, tu vas avoir un petit déjeuner bio local de saison que fait Anaïs, tu vas avoir les vélos si tu vas aller au Mont-Saint-Michel, tu as Mais ce c'est jardin gratos, botanique. enfin, c'est inclus. Le prix, c'est inclus Ouais, dans c'est bah le il va y séjour. avoir Tu des payes pas trucs. les prestats en plus. La majorité est inclus, ce qui est autour, c'est inclus, ce qui est sur place, il y a des trucs inclus. Et puis après, bah, il va y avoir des trucs en supplément pour ceux qui ont envie. Tu vois, puis si par exemple tu veux des vélos pour aller au Mont-Saint-Michel, bah oui, il faut peut-être payer 10 balles par jour, j'en sais rien. Ça dépend vraiment des hébergeurs. Il y en a qui le mettent dans le prix inclus, hein. Il y en a même qui se disent, tiens, si vous venez en train, chez Almanar par exemple, On les aime. chez Nathalie d'Almanar par exemple, Nathalie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, ceux qui viennent en train, bah, ils ont les vélos offerts. Voilà. Ouais, tu les Boum. connais, Guigui? Bien Non. sûr, Nathalie, bah, notre comité de mission, hein, Nathalie, parce que ouais, je ne l'ai pas précisé, mais on est entreprise à mission. Et donc, on a toute Elle une m'a elle démarche m'a jamais pour les invité. jeunes. Et Nathalie, mais Nathalie, c'est génial ce qu'elle fait. Parce que aussi, elle a même réussi elle en parlait aux UTD, hein, d'ailleurs, d'un UTD à Bordeaux en novembre dernier, là, ou en octobre dernier. Elle a constaté qu'en faisant ça, elle attirait des gens peut-être un peu plus longtemps et peut-être hors saison avec cette offre-là. Et donc, tu vois, ça, c'est exactement dans le sens de ce qu'on veut faire. C'est que tous les hébergeurs, tu vois, tout le réseau d'hébergeurs, bah, renseigne ça, structure cette offre, fasse des offres de ce type-là et tu vois, et en fait, donne envie aux gens de voyager local, de voyager chez eux, d'avoir des expériences riches. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde, de faire 8 milliards de trucs et tu vois, d'avoir un tourisme consumériste, machin. Il y a juste besoin de simplicité au final. Et nous, notre rôle, c'est de le mettre en valeur, de le mettre en avant sans trop en faire. Et est-ce que ça marche? Bah, Est-ce que ça marche? Est-ce que tu as des clients vraiment ou est-ce que ça s'adresse juste à des bobos qui ont de la thune pour aller payer des week-ends en France qui coûtent globalement cher? déjà, Ah, ça j'ai coûte vu un moins truc cher. à 40 20 balles. Non, mais je pense qu'il y a Ah une bon, idée on n'a pas reçue. vu les mêmes. Ouais, mais voilà, mais il faut voir le nombre de personnes, il faut voir le machin. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on a un prix moyen par nuit qui est moins cher que la moyenne du marché. Ça, je peux déjà te le dire. Il y a une perception de prix qui est peut-être pas optimale parce que bon, bien sûr, on a encore plein de progrès à faire, hein, mais et on a un ranking à travailler, on a plein de choses, mais en moyenne, on est moins cher qu'une nuit sur Airbnb. C'est ce qu'on voit dans nos chiffres, hein, donc dans nos chiffres de réservation. Ensuite, ça coûte moins cher d'aller à 2 heures de chez toi, même si tu vas en caisse, que de prendre un avion pour aller, je sais pas où, en Europe, quoi, globalement. Donc bon, de manière générale, le voyage que l'on promeut, il est moins cher. Tu vois, sur Nicolas et Anaïs, c'est le premier exemple que je te prenais, tu es à 65 € la nuit. Enfin, tu vois, bon. Ouais, non, autant pour moi, j'étais à La Je, Rochelle à des trucs à 300 balles. non, mais il y a tout, voilà, tu vois, il y a tout, et on a des gens qui regardent des trucs très chers, mais c'est grâce aussi à ces gens-là qu'on arrive à avoir des trucs pas chers, et tu vois que nous, on tient aussi en tant que plateforme, quoi. Donc, Et je pense combien qu'il faut... ils payent combien les hébergements par rapport à du booking pour être chez vous? Ouais. Là, on est, nous, sur un taux de com aujourd'hui qui est de 14% TTC, donc si c'est hébergeur pro, ce qui est la majorité de notre parc, ça te fait 11,67 hors taxe. D'accord. Booking Airbnb, c'est plutôt de l'ordre de 18 à peu près. Et Booking? 18. Pareil, ok. Et Booking, avec un modèle, hein, où, bon, si tu en mets un peu plus, tu seras plus haut dans les rankings. Et donc, si tu leur donnes 20 ou 22, ben, tiens, tu seras plus haut, tu auras peut-être plus de Ouais, à clients. la base, comme du Google. Donc voilà. Et Airbnb, avec un modèle plutôt où on dit, ah non, c'est que 3%, mais en fait, on te met 15% côté voyageur. Et donc, du coup, voilà. Donc bon, donc on est plus bas. Même si on voit que ça coûte cher, hein, quand même, d'avoir toute une plateforme technologique, de ramener des clients, d'entretenir des hébergeurs, etc. Donc malheureusement, je pense que c'est compliqué de tenir à une com plus basse si tu veux avoir quelque chose T'as combien de staff aujourd'hui? de pas cheap. De quoi? Le staff chez Gringo, il y a combien de personnes? Là aujourd'hui, on est une vingtaine. On est une En vingtaine. CDI? Bon,
Non, en CDI, on doit être aujourd'hui 14 en CDI. On est 2 et il y a 18 stagios. Non, ça c'était au début. Il y avait plus de stagiaires que de CDI. Mais voilà, là on est en train de rééquilibrer. Bon, on est loin d'être rentable, hein, clairement. Donc nous, l'enjeu, voilà, pour nous, c'est d'aller assez vite et d'aller assez haut, tout en gardant notre fil directeur et en restant vraiment dans la ligne de valeur qui est incontournable, dont laquelle on ne déviera jamais. Mais c'est Le but aujourd'hui pour vous, c'est plutôt d'accroître à fond en fait le nombre de résas sur le site ou d'accroître le volume d'hébergeurs. Vous êtes déjà à 20 000, essayer de booster encore ce truc-là. Vous êtes plutôt en scalabilité marketing pour essayer de booster le nombre de ventes, quoi. Ouais, c'est plutôt ça. Là, on est plutôt sur un enjeu d'avoir assez de réservations pour les hébergeurs qui sont déjà chez nous, plutôt que d'en acquérir toujours nouveau. En réalité, ce qui se passe sur une marketplace comme ça, c'est que voilà, tu as des hébergeurs qui arrêtent leur activité ou qui machin. Donc, tu es toujours obligé t'es toujours obligé de faire l'acquisition de nouveaux hébergeurs parce que sinon, tu effrites ton catalogue. Mais globalement, là, notre enjeu, c'est plutôt d'avoir de la réservation côté voyageur, donc de craquer la partie notoriété, acquisition, marketing, etc., que d'acquérir nos hébergeurs sur la plateforme. Et après, il y a l'enjeu de l'innovation, du coup, et pour finir là-dessus, parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé, donc sur l'expérience dont je parlais là, nous, l'enjeu pour nous, c'est que là, je vous ai montré, c'est sur 100 hébergeurs, mais c'est d'avoir ça sur 10 000 hébergeurs. Et ça, c'est un vrai gros défi. C'est un vrai gros défi. Parce que ça, tu le fais quoi? Tu le fais à la mano, en fait, le truc? Tu peux pas passer par les SIT en local fait par les offices de tourisme? Non, en gros, il y a plusieurs travails. Il y a un travail des fonctionnalités que tu offres sur la plateforme côté hébergeur, donc ce qui ne se voit pas côté voyageur quand vous y êtes. Il y a un travail d'engagement de la communauté, d'envoyer des mails aux hébergeurs pour de remplir leurs trucs, etc. Bon, ce qu'ils font en général, on va pas se mentir, ce que personne ne fait globalement. Déjà, pour renseigner des prix et des disponibilités, c'est déjà compliqué. Alors, pour renseigner les expériences sur place, c'est autre chose. Et donc, tout ce qui ne se fait pas là, c'est-à-dire 90% du taf, là, il y a un mot magique, c'est IA, globalement. Donc, en fait, on développe une IA qui va se multi-sourcer en termes de données. C'est les hébergeurs qui vont avoir mis des photos. Parce qu'en gros, un hébergeur, il faut te dire que les expériences dont je vous parlais, ça va être quelque part déjà là. C'est-à-dire qu'il va y avoir des photos. On va voir, si je suis à la ferme, par exemple, on va avoir des photos d'animaux, de fromage, de machin, de bijoux. Dans la description, il va y avoir écrit que, tu peux apprendre à faire ton fromage, que tu seras accès avec les animaux, etc. Et donc, nous, on va avoir une IA schématiquement qui va assembler ces infos-là, et qui va la structurer. Tu vois. Il y a aussi le site de l'hébergeur nous a donné son site internet pour qu'on voit les infos, ce qu'il y avait offert autour, etc. Et donc l'IA, nous, elle va construire ça, préconstruire pour les hébergeurs, et l'hébergeur n'aura que validé ou invalidé les éléments à la fin. Et on l'a fait avec un humain, faire ça. Ça prend plus d'1 heure par hébergeur. Donc autant te dire 10 000 hébergements. Voilà, donc et avec l'IA, ça peut prendre 1 minute d'intervention humaine. Donc tu vois, donc c'est un vrai travail technologique au final. Okay. Voilà, fin de la parenthèse. J'ai une question. En début de semaine, là, j'étais sur un territoire alpin pour livrer un bilan carbone du tourisme sur le territoire. Et en gros, l'un des enjeux qui sort, c'est OK, on a un bilan carbone de merde, comment on fait pour décarboner? Et l'un des enjeux, c'est forcément, il y a plusieurs enjeux. Il y a en gros, tu fais un report de clientèle de la clientèle carbonée vers de la clientèle plus locale, mais ça pose la question du prix moyen. Les Saoudiens dépensent un peu plus d'argent qu'un Lyonnais dans cette zone-là. Mais l'autre enjeu potentiel, c'est d'augmenter la durée moyenne de séjour en fait sur le territoire pour écraser le transport à nuitée constante sur le territoire. Est-ce que pour vous, ça, c'est une réflexion potentielle pour voir comment on peut booster la durée moyenne de séjour en fait des clients chez vous pour faire en sorte d'écraser un peu ces bilans carbone globaux? Complètement. Ou est-ce que tu vas dormir dessus ce soir pour essayer de trouver une solution? Non, mais complètement. Et ça, c'est quelque chose qu'à mon avis, on va pouvoir partager au niveau même d'ATD bientôt, je pense. Mais notre approche, elle a été la suivante, c'est que, alors pareil, encore une fois, je peux pas vous montrer et partager, mais nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va scorer une vidéo pour les membres d'ATD, ce serait pas mal, je pense, que tu représentes un peu de Gringo, à mon avis. Et donc, pour vous expliquer dans les grandes lignes,
Donc, nous, en fait, on prend tous nos séjours et on leur met un scoring CO2. On score l'intensité carbone et on regarde différents scores. On regarde par personne, par durée de séjour, par nuit, croix personne, etc. On regarde différents ratios. Ensuite, on va regarder les séjours qui sont 2 tonnes par les compatibles. Bon, même si apparemment, on peut plus faire 1,5, mais bon, on va pas remettre le couteau dans la plaie, mais voilà. Donc, on regarde ceux qui sont 2 tonnes compatibles. 3 degrés compatibles. 3 degrés compatibles. On reste sur ce schéma, où on se dit, voilà, ceux qui sont 2 tonnes compatibles, 4 tonnes compatibles, 6 tonnes compatibles, etc. Et grosso modo, ça te met un espèce de scoring A, B, C, D, E, F sur l'intensité carbone de tes séjours. Et tu te dis, après, comment je fais passer des séjours E en séjours CB, ou en tout cas, telle typologie de séjour, comment je les fais passer comme ça. Et dans les typologies de séjour, tu vas avoir des fortes disparités entre week-end couple dans une cabane, spoiler, week-end couple dans une cabane dans les arbres pour 1 nuit ou 2 nuits, ça c'est E. Semaine de vacances en famille à 4h ou 5h de la maison en bagnole, bah ça, souvent, c'est A. Parce que tu restes une semaine, que ton truc en bagnole, il est amorti, etc. Bon, si on le prend comme ça en ratio par unité, après, si on le prend en volumique, c'est une autre histoire. Donc il faut. Mais ça veut dire que tu penses qu'en fait, par ce green pattern-là, en fait, les gens vont potentiellement faire évoluer en fait leur manière de consommer, plutôt que de se dire 2 nuits c'est temps, la 3e nuit, limite, vous avez une réduc et on vous file un jacuzzi gratos. Ben voilà, en gros, ça va être ça le travail, c'est comment tu fais concrètement pour allonger. Bah, il va y avoir différents leviers, mais c'est vraiment un chantier de longue haleine. Et à mon avis, au niveau de l'industrie, et à mon avis, il faudra de la régulation et il faudra des choses. Mais nous, à notre niveau Gringo, tu vois, ce qu'on a, c'est qu'on a ces scorings-là. On sait que telle typologie et telle typologie de séjour, ça va avoir un certain scoring. Et du coup, notre travail, c'est de se dire, tiens, bah voilà, les couples qui partent 1 nuit dans une cabane à 3 heures de chez eux, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur éviter de faire ça. Et on peut faire quoi? On peut leur dire, attendez, vous êtes sûr que vous avez besoin d'aller à 3 heures là? Bah non, vous pouvez peut-être aller à 1 heure, il y a la même cabane. Bon, voilà. Par exemple, ça c'est un truc qu'on peut faire. Et là, tu divises par 3 l'intensité carbone globale, enfin même le volume du CO2 global. Autre truc qu'on peut faire, c'est ce que tu disais, c'est leur dire, attendez, vous allez là-bas, mais vous ne resteriez pas 2 nuits? Parce que bon, il y a ci, à ça à faire autour, et puis machin, et puis tiens, l'hébergeur, si vous restez. Et ça, comment tu le pousses? Eh bien, tu le pousses avec le type de fonctionnalité dont je te parlais sur l'expérience sur place. Tu dis, il y a masse de trucs à faire. Vous n'avez pas besoin de nuit là-bas. C'est pas juste une nuit dans une cabane. Il y a ci, ça, etc. Donc déjà, tu marketes l'expérience sur place. Et après, tu le pousses avec un peu le serpent de mer chez Gringo qu'on n'a jamais réussi à faire, qu'on n'a jamais eu la capacité tech de faire. C'est ce que j'appelle les green miles. C'est que tu commences à mettre. C'est pas très green les miles du coup. Non, mais c'est justement l'ironie, on va dire. Du truc, voilà, c'est pour un peu être un peu taquin, on va dire. Mais tu dis, si vous restez 2 nuits, on vous rembourse, je sais pas, 7 ou 8% en crédit. Si vous restez 1 nuit, on vous rembourse rien. Tu vois, j'en sais rien. Et l'hébergeur, tu permets à l'hébergeur aussi de dire, tiens, paramètres des réductions pour 2 nuits. Et aujourd'hui, on a 45% des hébergeurs Gringo qui ont des réductions paramétrées selon la durée du séjour. Donc, j'ai vu, là, j'ai mis 3 nuits, ça me mettait une réduction parce que c'était plus de 3 nuits. Et ça, on le pousse pas. On l'a pas vraiment poussé agressivement parce qu'on ne veut pas faire du dark pattern et machin et dire, regardez, c'est... Enfin, voilà, on le pousse pas trop, mais on pourrait le pousser beaucoup plus. Donc, et pourquoi ne pas avoir... Alors non, j'ai 2 questions. La première, des plateformes comme ça, des Booking Green, il y en a plusieurs, non? Il n'y avait pas un mec, Laurent, là, qui avait créé un truc? Non, il s'appelait pas Laurent? Ça vous parle, ça? Si, un pote d'Hubert. Laurent, ça me dit rien. Coup de pote, Hubert. Le seul Laurent que je connais... non, mais ça ne s'appelait peut-être pas Laurent. Julien, vas-y. Putain, c'est compliqué si tu donnes des indices de merde aussi. Non, mais c'était hyper approximatif. Un mec aux cheveux longs. À part Gringo, il y avait quoi Ça me dit rien. Bref, bon, il n'y avait pas d'autres plateformes comme ça de... Si, il y a eu... La première, c'était Mélanie Membray, avec Vauvert. Ouais. Wigo Greener, tu l'as dit avant. Voilà, Wigo Greener. Il y a eu... il y a encore, qui existe encore. Je crois qu'il y a Mouvert. Avec Pierre. Wigo Greener, ils sont morts ou ils sont fait racheter? C'est quoi le truc? Parce que leur site marche plus. Oui. Ils sont fait racheter par Fairmove. C'est Nadir, Wigo Greener.
se sont fait racheter par Fairmove, ouais. Mais leur site n'est plus accessible. Et attends, ils se sont fait racheter après. Ils se sont fait racheter après Betterfly et. En même temps. Non, je crois Tout pas. en même temps, et ils s'appellent tous Fairmove Solutions. Et le mec de Wigo Greener, maintenant, il est DGA. Mais non, mais c'était pas un deuxième. Quand ils ont racheté Wigo Greener et Fig en même temps, non? Ça, c'était après. Non, tout s'est fait en même temps. Et en C'est vrai. gros, Hubert et le mec de Wigo Greener, ils sont tous les deux un peu co-dirigeants du truc solution. Ouais, Quoi. c'est ça, Ok. C'est exactement ça. Ouais, non, mais bon, moi, il y a eu un certain nombre de trucs. Raison, ils ont racheté après Fig. Non, mais après, en vrai, genre une semaine. Hein. Non, quelques temps après, je crois. Ouais. Ils ont acheté, en 2023, ils ont acheté Double Sens et Betterfly, et ils ont acheté en 2024 Wigo Greener et Fig. Ouais, c'était quelques temps après. C'était un peu après. Je me souviens. Les effets d'annonce. Ouais, voilà. Mais bon, du coup, ouais, mais il y en a plein qui ont essayé, mais c'est difficile. Donc, il y a quand même un peu des concurrents qui font un peu des trucs, mais pas trop. Il y a plus de concurrents, la réalité, c'est mon autre question, c'était, ouais, il y a plus de concurrents parce que ça n'a pas marché, ils ont tous fait faillite. Oui, et aussi, il y avait aussi. C'est pas ma question. Mais... Non, mais si, mais c'est vrai. Hein. Et il y avait aussi Fairbooking, tu vois, qui était plutôt un. C'est ça, mais c'est ça, le truc, Fairbooking. Voilà, bah, c'est ça. Il s'appelait pas Laurent, le mec je sais pas, mais moi je connais Yolanda de Fairbooking. Tu veux dire et je sais pas comment il s'appelle de Fairbooking. Je connais pas le monsieur, mais. Oui, c'était Laurent Beaugrasse, Fairbooking. Bon, bah voilà. Il fait d'autres trucs maintenant, Fairgast, etc. Mais voilà, donc. Mais globalement, c'est très difficile parce que c'est très technologique ce qu'on est en train de faire. Je pense que personne n'y allait avec une stratégie vraiment très techno et nous, c'est notre stratégie et je pense que c'est pour ça qu'on est encore là. C'est la bonne. C'est la bonne. Il faut avoir une petite techno. T'es obligé. Donc, et pourquoi ne pas essayer d'aller, non, je ne vais pas dire ça comme ça parce que déjà ça sonne faux, j'allais dire, tu vois, d'aller verdir les plateformes mainstream. Pourquoi pas essayer, tu vois, au lieu de créer un autre truc qui soit encore à côté, mais d'essayer d'intégrer des vrais outils qui peuvent calculer de la durabilité sur des plateformes existantes. Ça marchera jamais parce que c'est pas du tout leur objectif. Non, en fait, c'est pas l'entrepreneuriat surtout. En fait, c'est contraire à leur business model. Je pense qu'on en a la preuve aujourd'hui avec les Airbnb Experience. Tu regardes ce qu'il y a à Paris, c'est pas des Parisiens qui vont acheter ça. Enfin, c'est pas des gens même français qui vont acheter ça. C'est des gens internationaux. Donc, si tu regardes les statistiques sur Booking et Airbnb, si tu fouilles, tu verras qu'ils ont plus de 50% de leur business qui est cross-border. Ça veut dire que, en gros, ils ont plus de la moitié de leur business qui est très carboné en termes de flux. Moi, je parlais de 6 à 8 fois moins. Eux, je sais pas, bon, ils sont probablement dans la moyenne, voire plus. Mais à mon avis, c'est monumental l'intensité qu'ils ont. Donc, eux, c'est tuer la poule aux œufs d'or de commencer à être dans un schéma bas carbone. Ils ne pourront pas y aller. Ils ne pourront pas, sauf contraints et forcés. Et c'est pour ça que tu es obligé de créer un truc from scratch, mais tu es obligé de créer un nouveau paradigme de raisonnement où tu prends d'abord le CO2 et après tu construis autour de ça tout un truc. Et tu vois, Gringo Explore, c'est vraiment un autre paradigme. Tu dis pas aux gens où allez-vous sans tenir compte d'où ils partent et tout. Enfin, tu vois, bon, on l'a fait, mais parce qu'on savait c'est ce qu'on fait. On market des trucs en France à des gens en France. On market pas des trucs aux Américains. On n'a même pas traduit le site en anglais. Tu vois, donc on fait exprès d'avoir un marketing très local. Et je suis désolé les amis, mais j'avais un autre rendez-vous à 14h. Moi aussi, j'ai un webinaire à 14h. Mais ouais, c'est de ma faute, Mais... Non, c'était cool d'avoir toutes ces infos. La prochaine fois, je mets un petit widget pour pouvoir partager les écrans et comme ça, on pourra voir un peu en live et tu nous feras une démo. Ce sera cool. Ouais, carrément, avec plaisir. En plus, alors juste je finis là-dessus pour ceux que ça intéresse à jeter un coup d'œil. Il y a aussi une partie blog où du coup vous essayez de promouvoir un peu le voyage sympa et tout en France. Les articles sont intéressants. On essaye, modestement. Moi, je te confirme, je vais les lire. Elle va passer son après-midi à lire les articles de blog. Bon, allez, bisous à tous. Merci, Guillaume. À très vite à ATD et en live, on se voit au plus tard aux UTD en octobre à Angers. Eh ben, impeccable. Super.
À la prochaine. À très vite. Merci à pour tous. tout. Salut. Salut. Ciao, ciao.